Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, veuillez maintenant accueillir la nouvelle présidente. Ce n'est pas moi. C'est elle. Yilma, source d'une vie meilleure. Véritable source de vitalité, Yilma est une eau minérale naturelle et pure, soigneusement extraite des profondeurs des nappes aquifères saines et naturelles protégées de Koubri. Yilma est traitée rigoureusement en respect des normes internationales d'hygiène et de sécurité dans nos laboratoires ultra performants pour vous garantir une eau minérale de qualité irréprochable. Yilma est disponible en format de 1,5 litres, 0,5 litres et 0,24 litres dans toutes les boutiques. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lorsqu'il fait très chaud, pendant plusieurs jours, on parle de canicule. Dans ces circonstances, le corps déclenche des mécanismes d'adaptation comme la transpiration. Toutefois, certains individus demeurent plus fragiles face à ces épisodes comme les personnes âgées et ou dépendantes, les nourrissons, etc. Une canicule est une période mettant en souffrance l'organisme des êtres humains. Elle est caractérisée par une forte chaleur qui dure au moins 3 jours consécutifs, qui reste constante jour et nuit ou baisse très peu. Au Burkina Faso, c'est la période de la canicule, une forte chaleur accompagnée de coupures d'eau et d'électricité. Une situation très pénible à vivre. Quel est l'impact de ces fortes chaleurs sur la santé? C'est le menu que vous propose ce soir au Santé Mag avec comme invité Dr Aïda Lengani. Dr Lengani est néphrologue au service de néphrologie et hémodialyse au CHU Yalgado Ouedraogo. Dr Anatal Cham, Dr Tal est cardiologue au service de cardiologie au CHU Yalgado Ouedraogo. Elle est également assistante chef de clinique à l'UFR SDS Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Avec nous sur ce plateau, Dr Lassina Dao. Dr Dao est pédiatre, médecin-chef de l'unité des urgences médicales au CHU pédiatrique Charles de Gaulle. Et enfin, Dr Abdraman Ouattara. Dr Ouattara est au département d'anesthésie et réanimation au CHU Yalgado Ouedraogo. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Participez à votre émission en appelant au 25 40 79 03. Docteur Dao, quelles sont les périodes de chaleur et en particulier de canicule au Burkina Faso? Merci, Madame Dao. Au Burkina Faso, il existe principalement 2 périodes de canicule. C'est essentiellement la période qui s'étale de mars jusqu'à fin mai. Là, c'est vraiment une période de forte canicule, comme c'est le cas présentement. Et la deuxième période, c'est juste à la fin de la saison pluvieuse, au mois d'octobre. Le mois d'octobre est également particulièrement très chaud au Burkina Faso. C'est essentiellement ces 2 périodes. Ces 2 périodes. Et à partir de combien de degrés parle-t-on de forte chaleur de canicule, docteur Tal? Merci Madame Dao. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la RTB d'ici et d'ailleurs. Bonsoir à mes collègues avec qui je partage ce plateau. Les seuils et les valeurs de température qui nous permettent de parler de forte chaleur sont très subjectifs, entre guillemets. Ça varie d'une région à une autre, d'un climat à un autre et en fonction de la sensibilité des populations. Et ici au Burkina Faso, Dr Dao vient de le dire, il y a 2 mois qui sont identifiés comme des mois ayant une forte température, notamment le mois de mars et le mois d'avril, où les températures moyennes
basse minimale varie entre 30 et 32 degrés et les températures moyennes maximales montent à 38-40 degrés. Et c'est enregistré sur 3 jours consécutifs ou hebdomadaires ou sur tout le mois. Alors, donc, ça dépasse même la température corporelle normale qui est à 37 degrés. Donc, on peut parler de forte chaleur et on peut parler aussi de canicule parce que ça dure plus de 3 jours et les températures sont permanemment élevées, jour comme nuit. Donc, je pense qu'à partir de ces températures et le réchauffement climatique faisant, les prévisions même vont jusqu'à des températures moyennes maximales atteignant 42 degrés. Maintenant, ces chiffres peuvent varier. Par exemple, quand il s'agit d'un climat tempéré, en Europe de l'Ouest, par exemple, les moyennes basses variant entre 18 et 20 et les moyennes hautes entre 30 et 35. À ce stade, ils déclenchent déjà leur plan d'alerte canicule. Donc, c'est différent. D'accord. Comment, dans les conditions normales, l'organisme maintient sa température constante, Dr Ouattara? Merci, Mme Daou, de nous avoir invités pour cette émission, qui est la bienvenue sur cette période. Concernant le maintien de la température, il faut dire d'abord que selon l'espèce animale, on a 2 grands groupes. On a un groupe qu'on appelle les homéothermes. C'est dans ce groupe-là que nous, les hommes, sommes situés. Et il y a un autre groupe qu'on appelle les poikilothermes. Et notre groupe, en fait, a une faculté, c'est-à-dire nous maintenons notre température. Comme le docteur Anna l'a dit, notre température du corps central est autour de 37 degrés. Autour de 37 degrés. Donc, nous avons une faculté qui permet, en fait, de réguler la température du corps. Donc, cette température du corps-là, elle résulte en fait de l'équilibre entre les gains de chaleur et la perte de chaleur. Et au niveau de l'organisme, on a 2 grandes zones. On a une zone qui est centrale et une zone qui est périphérique. La zone centrale, c'est la zone qui comprend un peu le cerveau, le thorax et l'abdomen. Et la zone périphérique, c'est un peu les membres supérieurs et les membres inférieurs. Au niveau de ces 2 zones, les températures ne sont pas les mêmes. Au niveau de la zone centrale, la température, elle ne varie pas beaucoup. Mais au niveau des zones périphériques, la température varie. Et ça va, je vais l'expliquer tout à l'heure, ça va nous permettre de réguler la température. Donc, la température, cet équilibre, elle est assurée par un organe qui se trouve au niveau cérébral, qu'on appelle encore l'hypothalamus. Okay. Donc, grâce à l'hypothalamus, on va permettre de réguler notre température. Donc, lorsque il fait froid au niveau de la température ambiante, notre corps va ressentir la fraîcheur. Donc, et comment il réagit en cas de forte chaleur? Ok. Donc, lorsqu'il y a une forte chaleur, notre corps va sentir qu'il y a une chaleur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le message sera envoyé au niveau de l'hypothalamus. Donc, l'hypothalamus va réagir en mettant en place certains mécanismes. Et ces mécanismes, le premier mécanisme qui est important, c'est surtout la sueur. Donc, ça va agir au niveau de nos glandes sudoripares. Et ensuite, le patient va suer, il va avoir beaucoup plus de sueur. Et l'évaporation de cette sueur-là va entraîner en fait un refroidissement du corps. Le deuxième élément, c'est le sang. Le sang va circuler plus au niveau des extrémités. Et le fait que le sang circule au niveau cutané beaucoup plus, ça va entraîner un refroidissement aussi. Voilà, donc ce sont les 2 mécanismes. D'accord. Docteur Lengani, quels peuvent être les impacts de la canicule sur l'organisme? Merci Madame Daou. Donc, lorsque nous sommes exposés à une forte chaleur, notre organisme va réagir afin de diminuer la température, d'adapter la température corporelle à la température extérieure qui est élevée. Et ceci comment? En faisant ce qu'on appelle une thermolyse. D'un côté, on aura une vasodilatation, c'est-à-dire que les petites artères au niveau de la peau vont se dilater afin que l'afflux de sang qui arrive au niveau de la peau augmente et ainsi la chaleur produite par l'organisme va être dissipée dans l'environnement.
Il faut préciser que dans les conditions normales, la quantité de sang qui va arriver au niveau de la peau varie entre 200 et 500 ml par minute, soit environ, on va dire, 5 à 10% du débit cardiaque. Mais dans les conditions de forte chaleur, cette quantité-là peut augmenter, allant jusqu'à 7 litres par minute. Eh bien, comme le cœur est responsable, on va dire, de l'approvisionnement des organes en sang et en oxygène, le cœur va devoir s'adapter. Et comment il s'adapte? Il va augmenter son débit, mais également, il va s'adapter aux dépens de certains organes, notamment le rein, le foie ou les intestins, en favorisant le cerveau qui est celui qu'il faut protéger. Ensuite, on a un autre mécanisme qui est la sudation. Normalement, on peut transpirer environ 500 ml par jour, mais parfois, dans les conditions extrêmes, la quantité de sueur va augmenter. Ça peut même aller jusqu'à 5, 7 litres et même 10 litres par 24 heures, avec des débits, c'est-à-dire une quantité de sueur par heure qui peut aller jusqu'à 2 litres par heure. Or, on précise que la sueur, c'est beaucoup, alors que la sueur est constituée à 99% d'eau. Donc, cette perte d'eau-là, si elle n'est pas compensée, va donc créer une déshydratation et va également créer une hémoconcentration. Ce qui veut dire quoi? Le sang devient plus visqueux, puisque le sang est constitué de 85% d'eau. Et enfin, comme la sudation avait pour but de refroidir le corps par l'évaporation, eh bien, comme il n'y a plus d'eau, parce que beaucoup d'eau est sortie à travers les pores, eh bien, la température centrale du corps va augmenter et créant ainsi une hyperthermie. Hier, 21 mars 2018, à Ouagadougou, dans la journée, la température affichait 40 degrés Celsius. C'est une journée de forte chaleur, insupportable pour certains et invivable pour d'autres. Une équipe de santé a fait le tour de la ville de Ouagadougou. Et voici ce que les gens pensent de cette chaleur. Des propos recueillis par Jean-Eudes Bayala et Lazare Pouya. Compte tenu de la température qui est un peu élevée, donc ça fait couler notre eau. Alors qu'une perte d'eau là, ce n'est pas bon pour l'organisme, ça joue sur l'organisme. C'est pour cela qu'on nous conseille même pendant la chaleur comme ça même de boire beaucoup d'eau. Pendant la chaleur, il y a la fatigue parce que même si tu n'as rien fait dans la soirée, tu te sens très fatigué. Donc c'est à cause de la chaleur. Vous allez constater même pendant la chaleur comme ça, les gens même n'arrivent même pas à travailler. Donc ils prennent leur temps à dormir souvent aux environs de 12 heures comme ça. En tout cas, si on dit que ça ne joue pas sur notre santé, ce serait mentir. Parce qu'en période de salaire comme ça, même si on sort à midi comme ça pour étudier, on ne sait pas là où s'asseoir pour étudier. Parce que si on rentre dans les salles, c'est très chaud. On transpire comme ça. Des fois même, ça mouille nos cahiers jusqu'à ce qu'on ne sait pas comment faire. Bon, genre les nuits comme cela, tu ne peux plus bosser, tu es trop fatigué. Bon, vous voyez, non? Si tu n'es pas habitué, en fait, bon, c'est trop compliqué, quoi. Surtout même qu'il y avait les délestages et tout. Avec le soleil, là, c'est pas facile. Dans la mesure où on ne se sent pas bien à l'aise au soleil, on ne peut pas dire que ça va. Il faut noter qu'actuellement, la consommation d'eau est devenue élevée. Actuellement, on boit vraiment de l'eau. Ça joue sur la santé, en ce sens que on subit franchement les rayons solaires. Ça nous fait dégager assez de chaleur, je vais dire. Et surtout, ça apporte de maladies, quoi. La canicule met en souffrance l'organisme. Cet état de fait est difficile à supporter pour les adultes, encore moins pour les tout-petits. Dans les formations sanitaires actuellement, les parents se bousculent pour faire consulter les enfants. Principales maladies constatées, diarrhée, déshydratation et fièvre. Plus de détails dans ce reportage signé Jean-Eudes Bayala et Lazare Pouya. Les Burkinabés vivent actuellement un épisode de canicule synonyme de forte chaleur qui s'installe à longueur de journée. Nous sommes ici au centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle. L'impact de la forte chaleur est perceptible au regard des mouvements des parents d'enfants. La chaleur actuellement que nous vivons a vraiment de grandes répercussions sur leur santé. Et pour l'enfant malade, nous savons que lorsque les enfants sont malades, ils font toujours la fièvre, souvent la fièvre. Et cette fièvre est exacerbée en temps de chaleur. Donc nous avons des enfants qui viennent et qui ont souvent une fièvre qui persiste
Même si l'infection en cours a été résorbée, nous avons des fièvres et souvent très élevées. Ces fièvres, malheureusement, même peuvent conduire à des convulsions, donc à une souffrance au niveau cérébral. En dehors de ces fièvres, nous avons la déshydratation. Il y a des enfants, même sans la maladie, ils ne boivent pas assez. Et quand il y a la maladie, l'enfant a souvent une anorexie, il ne mange pas bien, donc il ne boit pas bien. Il se retrouve souvent dans un état de déshydratation sévère. Ici, en consultation, les causes des maladies chez les tout-petits sont multiples, mais les plus fréquentes en cette période de forte chaleur sont la déshydratation et la fièvre. Mon enfant avait la fièvre, la diarrhée. Il refusait aussi de s'alimenter. On a dit qu'il était déshydraté. Je sais que c'est à cause de la chaleur, comme il fait la diarrhée, qu'il ne boit pas, ne s'alimente pas. Ça peut être aussi la cause de sa déshydratation. Depuis 2 semaines, il était fébrile. Et nous sommes venus ici pour en savoir plus. On est venu en consultation. On nous a demandé de faire des examens. Et on a fait l'examen de la goutte épaisse s'est révélé positif. Vu la persistance de la fièvre, je pense que la température a une influence sur son état de santé. Souvent, les parents arrivent dans les formations sanitaires avec les enfants tard, toute chose qui ne facilite pas la prise en charge. Ce que nous craignons vraiment, c'est les déshydratations sévères, surtout en cas de diarrhée. Lorsque l'enfant, le tout petit nourrisson, fait la diarrhée, rapidement, ils peuvent perdre beaucoup d'eau. Et la déshydratation s'installe, souvent, les parents ne se rendent pas compte. Lorsqu'ils arrivent, c'est souvent difficile. On a aussi les tout petits bébés qui, en fait, le fait même de ne pas téter suffisamment peut exacerber cette déshydratation. Donc, ils sont déshydratés parce qu'ils n'arrivent pas à téter, mais la chaleur aussi est une source de déshydratation pour eux. Donc, ils perdent rapidement du poids et ces enfants arrivent souvent tout hypotoniques et vraiment difficilement qu'on arrive à prendre les voies veineuses pour les réhydrater. Certaines personnes, notamment les enfants et les personnes âgées, ressentent plus les effets de la chaleur et sont plus sensibles à certaines maladies. D'abord, pour les enfants, vous savez qu'ils ne parlent pas. Et les enfants ne savent pas demander, les tout petits nourrissons ne savent pas demander « Maman, j'ai soif ». Donc, quand ils arrivent à l'hôpital, c'est souvent dans un état grave, dans des états de déshydratation sévère. Lorsque l'enfant, à l'hôpital, par exemple aux urgences, on n'arrive pas à prendre une voie veineuse pour le réhydrater rapidement, on est obligé de passer par des sondes, réhydrater avant de prendre la voie veineuse. Mais cela, en fait, retarde la prise en charge et malheureusement, c'est des cas vraiment difficiles à gérer. En cette période de canicule, il y a recrudescence de certaines maladies liées à la chaleur que les parents doivent comprendre, agir et surtout adopter de bons réflexes. Docteur Tal, courons-nous les mêmes risques face à la canicule? Quelles sont les personnes les plus vulnérables, les plus fragiles? Alors, le risque de développer, de présenter des malaises ou un problème de santé lié à la canicule peut différer d'une personne à l'autre. Ça dépend de son état de santé général. Par exemple, les obèses ont plus de mal à s'adapter aux environnements chauds. Le surpoids et le fait qu'ils aient leur surcharge pondérale fait qu'ils s'adaptent moins à ces environnements chauds. Ils ont des problèmes d'équilibre, de bon équilibre tensionnel, de bon équilibre thermique. Maintenant, il y a des personnes également qui, pour une raison ou une autre, sont fragiles. Les personnes fragiles sont identifiées sont les nourrissons, les petits-enfants, les personnes âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques, métaboliques, telles que le diabète, les personnes qui ont des pathologies cardiaques chroniques et ou rénales, parce que souvent ça s'associe, mais également les personnes qui, pour une raison ou pour une autre, sont amenées à prendre beaucoup de médicaments, prescrits ou en automédication. Maintenant, il y a des situations qui font, il y a des états physiologiques tels que la grossesse, qui font que la personne aussi est exposée à faire des complications liées à la forte chaleur ou à la canicule.
à côté de ces personnes, dans un état physiologique particulier, il y a également des personnes qui ont un mauvais style de vie, ou bien qui boivent, qui consomment beaucoup d'alcool, qui consomment beaucoup de caféine. Ils sont aussi plus susceptibles à faire des malaises et des complications liées à la canicule par l'intermédiaire de la déshydratation. Maintenant, il y a d'autres personnes également qui travaillent dans des ambiances très chaudes ou bien dans des ambiances sous le soleil ou dans des endroits clos avec des générateurs de chaleur. Ces personnes également sont exposées. Voilà. D'accord. Docteur Dao, pourquoi les enfants sont si vulnérables à la chaleur? Pourquoi? Merci pour la question. Les enfants sont effectivement très vulnérables à la chaleur. Et ceci est dû même à la constitution de l'enfant. Parce que l'enfant, ce n'est pas un petit adulte. Sur le plan donc, biologique, vous voyez que l'eau représente 80% du poids du corps chez les nouveau-nés, plus de 60% du poids du corps chez les nourrissons. C'est dire que l'organisme de l'enfant a besoin de beaucoup d'eau pour son fonctionnement. Et dès qu'il y a une chaleur, l'enfant se déshydrate très vite, surtout les nouveau-nés et les nourrissons. Parce que, comme l'a si bien expliqué le docteur Ouattara, les différents mécanismes d'adaptation du corps à la température, chez ces enfants, l'organisme n'est pas assez mature pour permettre justement cette adaptation. Et donc, l'enfant n'arrive pas à contrôler donc, la chaleur corporelle. C'est ce qui explique justement cette forte vulnérabilité chez les enfants, et particulièrement chez les nouveau-nés et les nourrissons. Chaleur rime avec forte consommation d'eau. Pourtant, chez les dialysés, il ne faut pas boire à sa soif et enfreindre cette règle n'est pas sans conséquence pour le malade. L'impact de la canicule impacte négativement sur leur organisme déjà affaibli. Reportage Jean-Eudes Bayala et Lazare Pouya. Par ces temps chauds, sur la personne dialysée, l'impact est très perceptible. Le besoin de boire est très élevé et l'interdiction de boire suffisamment sonne comme un danger à tout bout de champ. L'organisme est réglé comme un thermostat à l'aide d'un organe qu'on appelle hypothalamus. Donc ce thermostat règle la température à environ 37 degrés. Et ce thermostat donc, peut subir des modifications en fonction de la température extérieure. Donc dès que cette température augmente, notamment dans cette période de canicule, ce thermostat amène l'organisme à perdre beaucoup de chaleur. Et la perte de chaleur-là se fait sous forme de sueur. Donc, ce qui fait que les patients sont beaucoup déshydratés pendant cette période. Les personnes dialysées sont confrontées entre boire à sa soif, interdiction de boire beaucoup d'eau et dialyser. Normalement, chaque patient chez nous doit boire à sa soif. Mais la difficulté de nos patients, c'est qu'ils ont souvent des cardiopathies et ils ne pissent pas suffisamment bien. Et leur rein ne permet pas de bien diluer les urines. Donc, lorsqu'il y a cette canicule, ils sont tentés de boire abondamment beaucoup d'eau. Alors que le cœur ne supporte pas forcément une grande quantité d'eau, ou bien le rein n'arrive pas à enlever l'excès d'eau qu'ils peuvent prendre. Et cela est plus visible chez nos patients dialysés, par exemple. Il y a un besoin, parce qu'avec cette perte d'eau, il y a un besoin absolu de boire. Maintenant, vous buvez, votre rein ne peut pas enlever l'excès d'eau que vous allez boire. Donc, cela peut entraîner une surcharge d'eau, une surcharge dans l'organisme et entraîner ce qu'on appelle un OAP. Un dilemme que les personnes dialysées souffrent énormément par ce temps-ci. En tant que dialysé, on nous conseille à ne pas prendre beaucoup d'eau. Et pourtant, la chaleur nous amène en tout cas beaucoup de choses. On ne peut pas respirer comme il faut. Dedans, dans l'organisme, il fait chaud. Bon, ça brûle. Bon, vraiment, on ne sait pas comment on va se débrouiller. Parce que la dialyse, c'est tous les 5 jours. Bon, si tu prends beaucoup d'eau, tu ne sais pas ce qui va arriver. Si, par exemple, ça te dépasse, pour venir faire la dialyse, c'est difficile. Donc, ça fait que vraiment, on a des problèmes. Je vis vraiment avec beaucoup de difficultés. Parce que je suis amené à consommer beaucoup d'eau. Pourtant, une personne dialysée ne devrait pas boire beaucoup d'eau parce que nous n'arrivons pas à évacuer les urines. Il faut attendre la dialyse pour que l'appareil prélève les urines.
Les normes veulent que toute personne dialysée ait 3 séances de dialyse par semaine. Des séances de 4 heures, ça vous fait 12 heures. Bon, présentement, nous n'avons pas ces 3 séances par semaine. Et donc, c'est pour dire que nous gardons les urines par devers nous. Nous n'avons pas, nous ne sommes pas dans toutes les conditions pour les évacuer. Et quand vous buvez beaucoup d'eau, ça dit que ça joue beaucoup sur le cœur. Et des fois, l'eau même va dans les poumons. Et là, ça devient un problème. Déjà affaiblis par la maladie, les patients souffrant de l'insuffisance rénale sont très fragiles et souvent incapables d'éliminer la quantité des urines. Actuellement, les patients souffrent beaucoup parce que la chaleur entraîne forcément une perte hydrique importante. Et avec les médicaments qu'ils prennent, la déshydratation, c'est vraiment difficile à supporter. En cette période de canicule, les risques les plus élevés concernent les patients dialysés à domicile. Il faut tout faire pour être toujours en contact avec le personnel soignant afin de bénéficier d'appui et de conseils. Retour donc sur ce plateau avec nos invités. Docteur Ouattara, les personnes âgées payent un lourd tribut à la chaleur. On va jusqu'à dire que le taux de décès chez les personnes âgées est très élevé en période de canicule. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Merci. C'est vraiment une réalité, bien vrai qu'elle est triste. Et même dans les chiffres, un peu dans les pays européens, lorsqu'il y a une canicule, les personnes les plus âgées vraiment sont très vulnérables. Qu'est-ce qui explique cela? En fait, tout d'abord, ces personnes âgées ont beaucoup de maladies. Ils ont des maladies psychiatriques, ils ont des maladies neurologiques, donc le besoin de boire n'est pas ressenti. Et ensuite, il y a certains qui ont des troubles de mémoire, donc ils ne savent pas même qu'il faut boire, ils ne savent pas à quel moment ils ont déjà bu. Donc tout ça, c'est des éléments importants. Ensuite, et ces patients ont d'autres maladies dont les collègues en ont parlé. C'est des malades, des cardiopathes, des insuffisances rénales. Et donc, toutes ces maladies-là vont interférer, dans le traitement, vont interférer avec la déshydratation. Et deuxième élément, c'est les médicaments. Donc, ces patients-là prennent beaucoup de médicaments. Et elle en a cité, et ces médicaments-là vont jouer, parce qu'à cause de ces médicaments, le reportage en a parlé, le patient va se vider. Et pourtant, il ne boit pas beaucoup. Donc, ça va accentuer la déshydratation. Dernier élément, c'est sur la physiologie. Dr Dao en a parlé tout à l'heure, chez l'enfant. Chez l'adulte, l'eau contenue est à 50%. Chez l'enfant, c'est beaucoup. Mais chez l'adulte, c'est 50%. Donc, un adulte qui ne boit pas à 50%, vous voyez, il se déshydrate très vite. Tout à fait. Et d'autres éléments encore sur le plan physiologique, ces adultes au niveau de la peau, plus on vieillit, plus il y a beaucoup de fonctions qui s'altèrent. Donc, au niveau de la peau, les glandes sudoripares vont s'altérer, donc il aura moins de sueur. Et pourtant, on avait dit au début, il faut la sueur, ça permet de réguler la chaleur. Et un dernier élément, c'est la sensation de soif. Chez les personnes âgées, la sensation de soif est diminuée. La sensation de soif est diminuée à cause de certains récepteurs au niveau de l'hypothalamus, au niveau du thermostat dont on a parlé tout à l'heure. Donc tout ça concourt à rendre les personnes âgées vulnérables. Voilà. Docteur Dao, les enfants, les nourrissons sont également très fragiles. Quels sont les signes d'alerte chez le nourrisson, chez les tout petits? Des signes d'alerte liés à la canicule, bien sûr. Merci, madame. Avec cette canicule, effectivement, les enfants sont très sensibles. Et lorsque des malaises doivent survenir, il faut surtout chercher à savoir si l'enfant n'est plus vif comme d'habitude. Vous allez constater que c'est un enfant qui ne bouge plus comme d'habitude. Qui devient amorphe. Voilà, il devient amorphe, il est fatigué. Voilà. Et c'est un enfant qui a... Pour les enfants plus grands, ils vont exprimer le besoin de boire de l'eau parce qu'ils ont soif. Mais chez les nourrissons, ils ne peuvent pas exprimer ses besoins. Mais si vous tentez de lui donner de l'eau, vous allez constater qu'il boit l'eau avec avidité. Là, vous sentez même qu'il avait vraiment soif. Voilà. Et on peut constater également que l'enfant n'aimait pas beaucoup les urines. Voilà. Et c'est un nourrisson, effectivement, qui peut, donc, le fait d'être dans cette canicule-là, ça l'amène à pleurer. Et
On peut constater que pendant les pleurs, les larmes ne coulent pas beaucoup. Tout ça, c'est des signes de malaise chez les enfants. D'accord. Et chez la personne âgée, docteur Tal? Merci, Madame Dao. Chez les personnes âgées, qu'on appelle les seniors, à cause des mécanismes que le docteur Ouattara vient de citer, plus on est âgé, moins on perçoit la sensation de soif. Le processus de vieillissement, c'est un processus tellement complexe, dont la multiplicité même des théories témoigne de sa complexité. Donc, en général, ils ne perçoivent pas la sensation de soif. Ils ont beaucoup de maladies qu'ils cumulent. Ils prennent en général beaucoup de médicaments. Donc, ils arrivent souvent en consultation et présentent des signes comme un trouble de l'humeur, un trouble de la conscience, des vertiges, des pertes de connaissance. Et quand on les interroge également, parfois ils se plaignent de palpitations, le rythme cardiaque s'accélère pour compenser la chute des chiffres de pression artérielle. Ils sont parfois constipés. Parfois, l'entourage vous dit qu'ils n'urinent plus ou ils urinent moins. Et l'urine est concentrée et l'odeur est un peu trop forte. Et ils peuvent même aller jusqu'à ce qu'on appelle l'épuisement, et qui se manifeste par des nausées, des vomissements. Et on rentre dans le cercle vicieux de la déshydratation qui peut encore aggraver et compliquer tous ces petits signes qu'il présentait au début et mener même à un problème de fonctionnement de rein. C'est ce qu'on appelle l'insuffisance rénale fonctionnelle. Donc, ces personnes âgées sont à surveiller et il faut leur donner l'eau, même s'ils n'en réclament pas, et les amener en consultation s'ils présentent des signes, s'ils étaient traités par exemple pour des chiffres de pression artérielle élevés, et du jour au lendemain, ils se lèvent et puis les chiffres de pression ont chuté. Et parfois, donc la personne qui est de à l'hypotension. Et ça se manifeste par des vertiges, des chutes, une perte de connaissance. Et également, garder en tête les médicaments qu'ils sont en train de prendre. Et donc, ils font souvent des complications au niveau de leur fonction rénale et qui peut après rentrer dans la chronicité. Docteur Lengane, la forte chaleur peut être plus pénible pour quel type de malade principalement? C'est vrai que pour tout le monde, la canicule fait souffrir, mais pour quel type de malade principalement où il y a plus de problèmes? Merci Madame Dao. Donc comme nous l'avons vu dans le reportage précédent, je vais d'abord commencer par les malades qui souffrent de maladies rénales chroniques, notamment d'insuffisance rénale chronique. Il faut préciser que l'eau constitue environ 2/3 du poids de l'organisme et c'est le rein qui est l'organe qui est chargé de sa régulation. Je m'explique. Le bilan de l'eau doit être normalement neutre, c'est-à-dire que les entrées et les sorties doivent se compenser pour qu'on soit en équilibre, ni en déficit hydrique, ni en excès d'eau. Et il faut dire que pour les apports, c'est essentiellement les apports buccaux, donc la soif. C'est le réflexe de soif qui va nous faire boire de l'eau, donc apporter de l'eau à notre organisme. Vous savez qu'il y a des réactions chimiques dans l'organisme qui génèrent de l'eau, mais c'est moindre par rapport à l'apport par la soif. Et ensuite, nous avons les pertes. Par rapport aux pertes, c'est le rein et également d'autres organes comme par exemple les poumons par la respiration, la peau par la sudation ou bien ce qu'on appelle la perspiration, et également dans une moindre mesure les pertes digestives. Le rein est un organe qui est chargé de réguler nos besoins en eau en fonction de nos besoins, de la disponibilité en eau. Je m'explique, par exemple, quand on jeûne et que nous sommes en déficit d'eau, on va constater que nos urines, leur quantité diminue et également la couleur est plus foncée. C'est-à-dire que le rein s'est adapté et dans un petit volume d'eau a mis un maximum de déchets. Et à l'inverse, lorsqu'on boit beaucoup d'eau, on constate qu'on urine beaucoup et que nos urines sont plus claires. Alors, pour un malade qui va souffrir de maladie rénale, il faut bien un état d'équilibre pour un rein qui est défaillant. Parce que s'il accumule de l'eau, comme un des patients l'a si bien dit, il risque, et même le docteur Nitiema, dans son intervention, il risque ce qu'on appelle l'œdème aigu du poumon. C'est-à-dire que l'excès d'eau va aller se localiser au niveau de ses poumons et créer une détresse respiratoire pouvant lui être fatale. Et également, le déficit hydrique n'est pas bon. Que faire dans ces conditions? Donc, c'est toujours un problème d'équilibre
pour un malade qui n'urine pas assez, de ne pas basculer dans le déficit, c'est-à-dire la déshydratation, mais de ne pas aller vers l'hyperhydratation. Ça, c'est pour les patients qui souffrent de maladies rénales, qu'ils soient dialysés ou pas. Et également, je voudrais insister sur ce que le docteur Tal avait dit par rapport au traitement. Nous, par rapport aux malades qui n'urinent pas beaucoup, et même les cardiologues, pour d'autres raisons, utilisons des médicaments qui forcent le rein à excréter plus d'eau, ce qu'on appelle les diurétiques. Alors, vous comprenez bien qu'en période de chaleur, si nous perdons beaucoup d'eau par la transpiration et que le malade prend concomitamment ces médicaments qui le forcent à uriner, eh bien, on risque d'aggraver son problème, d'aggraver sa déshydratation. De même, il y a certains antihypertenseurs que nous utilisons parce que nos malades ont beaucoup d'hypertension artérielle. Environ 80% des dialysés souffrent d'hypertension artérielle, ce qu'on appelle la classe des bloqueurs du système rénine, angiotensine, aldostérone. Ces médicaments sont d'excellents antihypertenseurs, mais en cas de déshydratation, ils vont bloquer en fait les mécanismes d'adaptation de l'organisme et même être dangereux pour le patient qui les prend. Donc pour ces malades qui sont sous ces traitements, il faut être vigilant, être à l'écoute de son corps en cas de torpeur, de faiblesse, d'irritabilité, de perte de poids ou de chute de tension. Normalement, consulter et peut-être suspendre le traitement. Ensuite viennent les malades qui ont des maladies cardiovasculaires. Il faut dire que le rein et le cœur sont liés intimement parce que les maladies d'un des organes entraînent des pathologies de l'autre. Et donc, pour les mêmes raisons que j'ai citées, notamment les traitements que nous utilisons en commun, antihypertenseurs, IEC, ARA2 ou diurétiques, peuvent être exposés à la déshydratation, mais également d'autres classes de médicaments que sont les antiarythmiques. Et en cas de déshydratation, on peut avoir des troubles du rythme. Ensuite, viennent les diabétiques. Il faut dire qu'en période de chaleur et quand on est diabétique, on peut rapidement élever sa glycémie et l'augmentation du taux de sucre dans le sang va automatiquement induire une sortie du sucre dans les urines, ce qu'on va appeler la glucosurie. Et le sucre s'accompagne toujours d'eau, et donc cette glucosurie entraînant de l'eau, donc une polyurie, va aggraver la déshydratation, créant ainsi un cercle vicieux. Nous avons également les malades drépanocytaires. En cas de période de forte chaleur, ils ont plus de risques de faire des crises vaso-occlusives parce que leur sang, à cause de l'hémoconcentration, est devenu visqueux et donc crée ces troubles-là. On peut également citer ceux qui font des calculs rénaux. Donc, pendant la chaleur, le risque de faire des crises douloureuses liées au calcul qu'on appelle la colique néphrétique est important. Donc, on peut dire, en résumé, tous les malades chroniques sont principalement touchés en période de canicule. Exactement. Plus également ceux qui souffrent de troubles mentaux. Ça, c'est par rapport à la non-prise de conscience du danger que peut représenter l'élévation des températures environnementales. Découvrons à présent la question des téléspectateurs. C'est avec Viviane Tiendrebego. Les téléspectateurs sont intéressés par ce sujet de la canicule. Monsieur Bourema Nyambré nous a appelé de Ouarghaï. Il se demande pourquoi les gens n'arrivent plus à supporter la chaleur. Est-ce que cela est dû au changement climatique? Est-ce que les produits éclaircissants et les autres cosmétiques que l'on utilise de plus en plus n'aggravent pas le ressenti de chaleur? Et il se demande aussi si les nouveaux modes de vie ne sont pas des facteurs aggravants. Il donne l'exemple de ceux qui dorment dans des maisons climatisées, qui circulent dans des voitures climatisées, qui sont dans des bureaux climatisés. Est-ce que ceux-ci ne sont pas plus sensibles à la chaleur? Son autre question, c'est qu'est-ce qu'il faut manger pendant ces périodes de chaleur? Monsieur Alfred Poda Abobo Dulasso, lui aussi se demande à quoi est due la canicule de cette année. Il a remarqué qu'il fait chaud, enfin il y a des périodes où on sait qu'il fait chaud au Burkina Faso et maintenant c'est plus qu'avant. À quoi cela est dû? Et il constate que par les temps qui courent, on peut dormir à 20 h, de 20 h jusqu'à 6 h,
mais on se réveille quand même fatigué. Il demande aux spécialistes à quoi cela est dû. Est-ce que vous pouvez lui expliquer pourquoi on peut dormir tôt pendant longtemps et se réveiller fatigué le matin? Monsieur Ismaël Ouedraogo nous suit à pas. Il a constaté que pendant la chaleur, ceux qui boivent les eaux de forage et de puits ressentent des douleurs au moment d'uriner. À quoi cela est dû? Monsieur Kambiré de la Bougouriba aimerait avoir certaines précisions. Est-ce qu'il faut boire de l'eau bien glacée, comme on dit, boire bien frais pendant la canicule? Et son inquiétude, c'est est-ce que cette canicule-là peut avoir des conséquences négatives sur les femmes enceintes? Monsieur François Kinda nous suit à Yako. Lui voudrait savoir avec quelle eau il faut se laver maintenant. Est-ce qu'il faut utiliser de l'eau chaude? Est-ce qu'il faut utiliser de l'eau froide? Et il précise, par exemple, pour ceux qui sont malades, qui utilisent des tisanes, à quelle température est-ce qu'il faut utiliser ces tisanes-là pour se doucher? Monsieur Salambanga est à Tenkodogo. Lui aimerait que vous parliez de la quantité d'eau qu'il faut boire. On a entendu pendant longtemps certains dire qu'il faut boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. Vous qui êtes sur ce plateau, qu'est-ce que vous dites? Monsieur Adama Kabouré est à Pissi. Il a constaté que depuis que la canicule a commencé, il boit beaucoup, il transpire beaucoup, mais il n'urine pas beaucoup. Il peut peut-être aller aux toilettes une fois par jour. Est-ce que cela est normal? Son inquiétude, c'est est-ce que ses reins ne risquent pas de souffrir de cela et est-ce que c'est normal? Madame Bagoro est à Rio. Elle a un enfant de 8 mois qui refuse de manger depuis que la chaleur a commencé et qui boit beaucoup. Malgré cela, ou peut-être à cause de cela, l'enfant, elle a constaté, l'enfant maigrit. Et elle a été en consultation et le pédiatre leur a prescrit des sirops pour réhydrater l'enfant. Mais la situation n'a pas changé. L'enfant maigrit toujours et il a beaucoup de boutons. Elle se demande quelle est l'attitude qu'elle doit avoir. Est-ce qu'il faut retourner consulter? Quels sont les conseils que vous donnez à cette mère d'un jeune enfant? C'est tout pour cette première série des questions des téléspectateurs. Pourquoi les gens n'arrivent plus à supporter la chaleur? Est-ce que cela est dû à notre façon de vivre? Il y a la climatisation, les pommades éclaircissantes. C'est dû à quoi? Docteur Ouattara. D'accord. Pourquoi les gens n'arrivent plus à supporter la chaleur? Bon, c'est d'abord, il y a les changements climatiques. Avant, on n'avait pas ces températures-là. On voit qu'il y a une dégradation progressive qui se passe au fur et à mesure que les années passent. Maintenant, concernant la climatisation, voilà, je pense que, comme je l'ai dit au tout début, on a des mécanismes pour faire baisser la température. Qui sont naturels. Qui sont naturels. Voilà. Puis sur l'autre côté, c'était l'organisme même qui le faisait par le biais de son thermostat. Donc, ces mécanismes-là, le climatiseur fait partie. Le ventilateur, exemple, quand vous êtes là, vous avez chaud. Quand l'air circule sur vous, ça permet de refroidir le corps. Donc, le climatiseur est important dans ce sens. Et aussi, il a parlé de pommade. Voilà. De pommade. Les pommades éclaircissantes. De pommade éclaircissante qui permet. Est-ce que, en réalité, j'ai l'impression qu'il veut dire, est-ce que c'est pas notre mode de vie, en plus des changements climatiques qui font qu'aujourd'hui on a des difficultés, il fait plus chaud et on n'arrive pas à supporter la chaleur. Par rapport aux pommades éclaircissantes, je dirais que c'est juste parce que c'est sûr que ça va altérer au niveau de la peau certaines fonctions de la peau.
Et donc, en altérant certaines fonctions de la peau, ça joue en fait sur la régulation de la température. Puisque, comme je vous l'avais dit, les extrémités, la peau est importante dans cette régulation de la température. Donc, plus on utilise ces produits, plus on va aller dans le sens de... Docteur, qu'est-ce qu'il faut manger pendant cette chaleur, pendant ces temps de chaleur? Qu'est-ce qu'il faut manger? Il faut boire. D'abord, la meilleure boisson, c'est l'eau. Mais il faut également boire des jus de fruits naturels. Mais il faut aussi favoriser dans l'alimentation les fruits et légumes, parce que ça contient de l'eau. Et chez les personnes âgées, les seniors, il faut leur faire des menus semi-liquides, et ça contribue également à leur amener beaucoup d'eau. La canicule, M. Poda lui demande à quoi est due la canicule de cette année. Il constate que par les temps qui courent, on se réveille très fatigué après une longue nuit de sommeil. À quoi cela est-il dû? Docteur Lengani? Oui, par rapport à la question à quoi est due la canicule, je pense que nous sommes ici des médecins, nous ne sommes pas des météorologues pour pouvoir amener des éléments de réponse. Mais la fatigabilité au réveil, ça peut s'expliquer dans la mesure où la sueur est constituée en fait de 99% d'eau, mais également de sels minéraux. Et donc, lorsqu'on transpire beaucoup, on perd de l'eau, mais également des sels minéraux. Et ce déficit en sels minéraux, notamment en sodium, en potassium, peut créer une fatigabilité des crampes. Et ça peut expliquer donc ce qu'il ressent. C'est la transpiration et la perte de sels minéraux qui n'est pas compensée par l'alimentation ou la boisson qui crée cela. D'accord. Docteur Ouattara? Voilà, je pense que aussi ça dépend de ce qu'il fait comme activité, parce que s'il est exposé à la chaleur permanemment et tout le temps, alors qu'il ne boit pas, ça peut expliquer l'épuisement, voilà, parce qu'il sera déshydraté. Parce que pendant la chaleur, on est tout le temps fatigué aussi. Oui, il y a cette fatigue. Ouais, le moindre effort nous fatigue. Voilà, on est fatigué déjà parce qu'il y a la température, mais quand on travaille plus, quand on fait des activités physiques, ça aggrave en fait, puisque ça fait augmenter la température. Donc on a deux températures, l'association, ça fait un peu... Il y a ce téléspectateur qui constate que pendant la chaleur, ceux qui consomment les eaux de fourrage ressentent des douleurs au moment d'uriner. Sa question est, à quoi cela est-il dû? Les douleurs au moment d'uriner, ça dépend si la personne a des antécédents de calcul, et ça dépend également de la composition de l'eau en minéraux. Parce qu'il faut dire que lorsque le rein filtre le sang pour fabriquer l'urine, il y a des minéraux qui vont passer. Il y a du calcium, il y a du magnésium, il y a de l'acide urique. Et dans certaines conditions, lorsque les urines sont très concentrées, ces minéraux-là vont s'agglomérer et former des cristaux. Et là, c'est la première étape de la formation des calculs. Et avec le temps, ces cristaux vont se compacter et après maintenant former ce qu'on appelle les calculs rénaux. Donc maintenant, deuxièmement, une autre explication d'une douleur au moment d'uriner pourrait être celle de l'infection urinaire. Donc je pense que par rapport à ça, ce serait mieux de consulter si on a des douleurs lorsqu'on urine, afin que l'agent de santé puisse déterminer est-ce que c'est lié à des calculs ou est-ce que c'est lié à une éventuelle infection urinaire ou à une autre pathologie urologique. Docteur Dao, l'enfant refuse de manger, boit beaucoup et maigrit malgré toutes les dispositions prises par le personnel médical, parce qu'il y a eu des prescriptions, des sirops qui ont été prescrits, et malgré les dispositions que la maman a eu à prendre, l'enfant perd du poids à vue d'œil. Merci. Nous remercions le téléspectateur pour sa question. Il s'agit effectivement d'un nourrisson de 8 mois qui refuse de manger, qui boit beaucoup, je crois que c'est ce que j'ai noté, et qui, malgré tout, maigrit, malgré la consultation et les prescriptions dont elle a bénéficié. Mais je pense qu'il faut voir d'abord les conditions environnementales de cet enfant. Dans quelles conditions il vit? Est-ce que l'enfant est certainement permanemment exposé à la chaleur? Et ensuite, quelles sont les précautions prises par la mère? Est-ce qu'elle donne régulièrement à téter à l'enfant? Parce que l'enfant a besoin de ça, surtout en cette période. Il a besoin de téter régulièrement. Il a besoin de boire suffisamment d'eau. Elle l'a si bien dit, l'enfant boit beaucoup.
Donc il faut qu'elle insiste justement sur cet aspect, faire boire beaucoup l'enfant et éviter justement les sources de chaleur pour cet enfant. Peut-être sur le plan alimentaire, qu'est-ce qu'il faut? Bon, sur le plan alimentaire, c'est considéré l'alimentation normale, mais en augmentant la fréquence des tétés et en faisant boire beaucoup l'enfant. Et cet enfant est maigri, c'est sûr que l'enfant est permanemment déshydraté. C'est pour ça qu'il boit beaucoup, vous voyez. Et il maigrit parce qu'il perd du poids. La déshydratation l'a fait perdre du poids. C'est ce qui explique certainement l'état de l'amaigrissement de cet enfant. Mais je pense que en plus d'aller consulter, il faut améliorer les conditions environnementales chez ces nourrissons. Quelle eau peut-on se laver pour être en bonne santé à cette période? De l'eau chaude, de l'eau froide? Est-ce qu'il faut utiliser, par exemple, les personnes qui utilisent les tisanes, qui sont malades, qui utilisent les tisanes, est-ce qu'il faut prendre le bain chaud, tiède ou froid? Docteur Tal. Alors pour se laver en période de chaleur, il ne faut pas utiliser de l'eau chaude. Il faut laisser l'eau refroidir. Et maintenant, il faut faire attention également. Par exemple, quand on se sent déshydraté, on peut boire de l'eau, mais on peut également se laver pour augmenter cette surface de contact, favorisant les pertes de chaleur, donc la thermorégulation. Parce qu'il faut un équilibre entre la thermogénèse et puis la thermolyse. Maintenant, les tisanes, il faut surtout faire attention aux tisanes qu'on boit. Les tisanes, l'alcool, les produits contenant de la caféine, ils ont un effet diurétique. Donc, ils ont un effet, on ne boit pas assez, il y a la canicule, et on utilise des produits qui font plus uriner. Donc, on a plus de malchance de faire des complications ou une déshydratation liée à la canicule. Je pense qu'ici, on parle de bain, se laver, voilà. C'est pas pour boire. Ici, même s'il y a une question relative à cela, mais par rapport à la tisane, c'est comment prendre son bain, il faut le prendre chaud. Non, il faut laisser la tisane se refroidir. Laisser la tisane se refroidir avant de prendre son bain. Maintenant, en plus de ça, il y a des mesures aussi par rapport au port vestimentaire. Il faut porter des vêtements en coton et de couleur claire et puis aérer l'habitat. D'accord. Docteur Ouattara, qu'est-ce qu'il faut boire pendant cette période de canicule? La quantité... Faut boire glacé? Non. L'eau doit être glacée ou comment? Ou fraîche. Eau fraîche. En fait, il faut boire de l'eau fraîche. De l'eau fraîche, pas de l'eau glacée, voilà. De l'eau fraîche, ok. Et quels peuvent être les effets de la forte chaleur sur les femmes enceintes? Docteur Tal en avait parlé. Oui, les femmes enceintes sont très exposées. Elles courent même le risque de fausse couche. Parce qu'elles ont un état métabolique qui est augmenté, l'état physiologique faisant. Donc, elles produisent beaucoup plus de chaleur, donc elles ont plus besoin d'échanges entre le noyau qui constitue l'organisme et voilà. Elles se déshydratent plus rapidement et le risque qu'elles courent, c'est même de faire de fausses couches, de perdre leur enfant. Docteur Lengani, on parle de la déshydratation depuis le début de cette émission. Qu'est-ce que c'est que la déshydratation? La déshydratation peut être définie comme étant une perte excessive d'eau et partant de là également de sels minéraux. Et comme on avait dit, c'est une question de déséquilibre entre les entrées et les sorties. Parce qu'à l'état normal, le bilan des entrées et des sorties devrait être neutre, nul, comme on l'avait dit. Donc quand on a un déséquilibre des entrées, et on avait dit que les entrées, c'était surtout la boisson. Donc si on ne boit pas assez et que les sorties sont normales, eh bien on sera en déficit et on sera déshydraté. Ou bien qu'on boive normalement et que là, les sorties deviennent excessives. Je m'explique, par exemple, quelqu'un qui a des vomissements, c'est de l'eau, quelqu'un qui a la diarrhée, quelqu'un qui urine beaucoup parce qu'il a un traitement ou pas, quelqu'un qui a par exemple une fièvre, donc dont la chaleur corporelle est élevée et qui a donc une autre raison de transpirer, tout ça, ce sont des situations qui augmentent les pertes. Et je parle également des femmes parce qu'il y en a qui prennent des tisanes laxatives pour pouvoir maigrir. Donc la diarrhée ne fait pas maigrir, vous ne perdez pas du muscle ou de la graisse en faisant cela, vous perdez plutôt de l'eau et vous vous mettez en danger. Donc à partir de l'instant où on a ce déséquilibre, eh bien on va présenter des signes parce que l'organisme essaiera de compenser le rein, comme je l'avais dit, en réduisant les sorties d'eau.
Mais à terme, si le déséquilibre est important, cela ne sera plus possible. Donc on aura un malade qui sera irritable, il peut être somnolent, il a des crampes. Quand on l'examine, sa tension peut baisser. Et ce sont des signes qui doivent alerter qu'il y a une déshydratation et consulter rapidement après avoir bien sûr commencé à boire de l'eau. Docteur Ouattara, quels sont les signes, qu'est-ce que c'est qu'un coup de chaleur et ces manifestations, comment cela se manifeste? D'accord, merci. Bon, avant de parler de coup de chaleur, je voulais juste vous parler des signes avant d'arriver au coup de chaleur. Donc, lorsque la température s'élève vraiment, on a environ 4 niveaux de signes. Premier niveau, vous voyez souvent certains qui ont des boutons sur le corps, des petits papules. À un niveau supérieur, au niveau 2, on peut avoir des pertes de connaissance et puis on peut avoir des crampes. À un niveau supérieur, niveau 3, on peut avoir l'épuisement. C'est pour ça que je demandais aux téléspectateurs tout de suite, c'était dans quel contexte. Donc on peut avoir l'épuisement, on se réveille fatigué. Et à un stade extrême, on a maintenant les coups de chaleur. Voilà. Donc les coups de chaleur, c'est l'augmentation de la température qui est supérieure à 40 degrés, qui est associée à des troubles de conscience. Donc là, on a des troubles de conscience. Le malade, il peut délirer, il peut être dans un état comateux. Voilà. Donc ces deux signes-là sont importants dans le coup de chaleur. Et il faut dire qu'il y a d'autres signes qui sont associés. C'est des céphalées, des maux de tête, des nausées, des vomissements, des vertiges. Les urines peuvent être foncées, comme elle l'a dit, docteur Lengani. Les urines peuvent être foncées. Ensuite, le malade, il a soif. Voilà. Permanemment soif. Les coups de chaleur, vraiment, c'est important, il faut le dire, parce que c'est une urgence médicale. C'est une urgence médicale. Donc, la mortalité peut atteindre 50%. Je me rappelle bien, il y a 2 ans, on a eu 4 cas en réanimation et on a perdu 2 à 3 patients parmi les 4. Voilà. Donc, comment ça peut survenir? Ça peut survenir dans 2 cas. Soit on est en période de chaleur, de façon classique, celui qui n'arrive pas à boire, comme les personnes âgées, il peut passer en coup de chaleur. Ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, c'est chez les sportifs. C'est ceux qui ont des activités intenses. Je peux prendre le cas des militaires, des sapeurs-pompiers, des agriculteurs qui travaillent dans les champs et les footballeurs aussi qui jouent à des périodes très chaudes. Donc tout ça, ils peuvent avoir des coups de chaleur. Et c'est vraiment une urgence médicale. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'une insolation, docteur Dao? Merci. Une insolation, c'est justement une des causes du coup de chaleur dont vient de parler docteur Ouattara. L'insolation, c'est l'irradiation solaire. C'est le fait d'être exposé aux rayons du soleil. Mais c'est dans cette situation, malheureusement, qu'on se retrouve tous les jours. Vous voyez comment le soleil brûle. Un téléspectateur en a parlé. Les étudiants, une étudiante, effectivement, en a parlé également, qui ne trouve pas d'endroit pour bosser, etc., etc. Donc, c'est seulement l'exposition aux rayons du soleil. C'est une des causes, justement, du coup de chaleur. Voilà. Et docteur Ouattara, comment reconnaît-on un épuisement dû à la chaleur? L'épuisement dû à la chaleur, donc comme j'expliquais tout à l'heure les différents signes, c'est quelqu'un qui a une température qui est élevée. Mais ici, cette température, elle est en dessous de 40 degrés. Alors que dans le coup de chaleur, ça peut être 38, 39. Alors que dans le coup de chaleur, le plus souvent, c'est élevé. Et à cela s'associent d'autres signes, que sont l'irritabilité. En fait, il devient nerveux, il devient irritable, il a des maux de tête, il a soif, il a des vertiges. Donc, c'est tous ces signes-là. Et il se réveille fatigué. Donc, ça, c'est un signe important. Il est fatigué. Donc, quand on se réveille régulièrement fatigué en période de chaleur, aller en consultation pour qu'on essaie de voir, comme elle l'a dit, il faut voir les entrées et les sorties. Donc, quelqu'un qui a beaucoup de sorties et il n'a pas beaucoup d'entrées, c'est pas bon. Voilà. On va parler maintenant de la syncope. Qu'est-ce qu'une syncope, docteur Tal? C'est quelque chose qu'on rencontre fréquemment en cardio et c'est une perte de connaissance brutale, brève. Et elle rencontre plusieurs étiologies, plusieurs causes en cardiologie. Mais pour ce qui nous réunit ce soir, voilà, c'est la syncope due à la canicule. Voilà, la syncope de chaleur due à la canicule, c'est lorsqu'on est déshydraté, on a perdu énormément d'eau.
c'est une perte de connaissance due à une hypoperfusion du cerveau. Surtout chez les personnes âgées, quand ils passent de la position couchée à la position debout, hein, et chez les sujets qu'on dit non acclimatés. Les sujets acclimatés, c'est les sujets qui ont l'habitude de vivre en climat tempéré et qui se retrouvent du jour au lendemain dans une zone de forte canicule. Donc l'organisme n'a pas eu le temps de s'adapter. Parce qu'il y a des phénomènes d'adaptation quand on séjourne à moyen et long terme dans une région très chaude, via l'augmentation de fonctionnement des glandes sudoropales. Donc chez les sujets aussi non acclimatés, ils font souvent ces syncopes et ces pertes de connaissance. Alors, on rattache quelque chose qui ressemble à la syncope, qu'on appelle l'hypothymie, qui est un malaise mais sans perte de connaissance. Elle est rattachée à la syncope parce qu'elles ont à peu près les mêmes causes en cardio. On peut faire une lipothymie et elle a une signification équivalente mineure, mais ça témoigne, c'est le même type de signe d'alerte que la syncope. D'accord. Docteur Lengani, l'exposition à long terme à la chaleur, est-ce que cela peut impacter la fertilité de façon temporaire? Absolument, chez l'homme uniquement, parce qu'il faut dire que la température des gonades, on va dire des testicules, est inférieure à celle du corps, donc de moins 4 degrés environ. Donc les testicules sont normalement à une température de 33 degrés pour pouvoir jouer un de leurs rôles majeurs, qui est la gamétogénèse, en d'autres termes la fabrication des spermatozoïdes. Donc lorsque leur chaleur locale augmente, eh bien, ceci va altérer la qualité, mais également la quantité de spermatozoïdes produits. Donc, ce n'est pas seulement l'environnement chaud, je veux dire la chaleur, la canicule qu'il faut éviter, mais également les bains chauds, éviter le port de vêtements serrés, également en fonction du textile, éviter les textiles synthétiques, préférer les textiles naturels comme le coton, le lin, et également, pour certains hommes, éviter souvent de prendre l'ordinateur et le déposer sur les genoux. Docteur Ouattara, quelles peuvent être les conséquences d'un organisme exposé à long terme à la chaleur? Je pense à ceux qui travaillent dans un milieu générateur de chaleur, les dolotières, etc., les gens qui travaillent dans les tours. D'accord, merci. Donc, en fait, ces gens qui travaillent dans cet environnement-là sont exposés à la chaleur de façon permanente. Tout d'abord, il y a un mécanisme d'adaptation qui va se créer après une à 2 semaines après le début de l'activité. Donc, ces dolotières-là souvent créent de ces mécanismes-là pour pouvoir s'adapter. Donc, ça, c'est un premier élément. Lorsque ces personnes-là, déjà qui travaillent sous les différentes machines qui produisent la chaleur, et encore la température qui se trouve extérieure est élevée, donc ça peut envoyer des coups de chaleur. Ça peut envoyer des coups de chaleur dont on a parlé et des syndromes d'épuisement. Donc ça, c'est un élément important. Mais si on s'en tient à leur activité seulement, de façon permanente, c'est le plus souvent des signes de déshydratation, c'est-à-dire des épuisements chroniques. Donc ce sont des gens qui sont permanemment fatigués parce qu'ils n'arrivent pas à boire suffisamment comme ils l'ont perdu. Et ensuite, ils ont des troubles de sommeil. Le sommeil n'est pas tranquille. On dort, on se réveille, on dort, on se réveille. Donc c'est 2 signes vraiment qui sont importants dans ce cadre de personnes. Le dernier lot de questions des téléspectateurs, c'est toujours avec Viviane Tiendrebego. Je vous l'ai dit, le téléphone n'arrête pas de sonner. Madame Nana Aboubou-Dioulasso a remarqué que ces dernières années, les autorités sanitaires ont fait la promotion de l'allaitement maternel exclusif. Et dans ce cadre, on dit de ne pas donner de l'eau aux bébés de moins de 6 mois. Est-ce qu'il n'y a pas de risque pendant cette période de chaleur-là? Qu'est-ce que vous, qui êtes spécialiste, là, vous pouvez dire pour convaincre les populations que le bébé n'a pas soif? Monsieur Eric Ouedraogo Akaya voudrait que vous donniez la conduite à tenir pour les nourrissons qui n'arrivent pas à uriner
pendant cette période? Est-ce qu'il y a une quantité d'eau à boire selon son âge? Et il dit qu'il a suivi dans l'émission, vous avez dit que l'eau constitue 60% du poids du nourrisson. Pourtant, et toujours sur cette histoire de ne pas donner de l'eau aux enfants, aux bébés jusqu'à 6 mois, est-ce que le seul lait que l'enfant consomme contient suffisamment d'eau pour tenir le nourrisson? Sur le même sujet, une téléspectatrice de Seba dit qu'elle a constaté qu'après les 6 mois d'allaitement exclusif, son enfant refuse de boire de l'eau. Qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui? Et toujours sur le même sujet, Madame Salambéré Azignaré se demande si pendant cette période de forte chaleur-là, il n'y a pas lieu de faire une exception et de permettre aux femmes de donner à boire aux bébés de moins de 6 mois. Monsieur Tal Ousmane à Ouagadougou voudrait demander à Dr Tal quel est le lien qui existe entre la santé cardiaque, la chaleur et la déshydratation. Et ses autres inquiétudes, c'est est-ce qu'il y a un lien avéré entre le fait de boire frais et la crise cardiaque? Et est-ce que la chaleur que nous vivons, la chaleur ambiante, peut être une source de stress? Monsieur Traoré, Cheikh à Ouagadougou, voudrait que vous parliez du comportement que ceux qui souffrent de cancer de la prostate, de glaucome et de diabète, le comportement que ces gens-là doivent adopter. Quelles précautions est-ce qu'ils doivent prendre pour mieux vivre? Monsieur Oumarou Diko est à Wayugia. Il connaît quelqu'un qui souffre de calculs rénaux et certaines fois, cette personne-là remarque que les calculs tombent quand il urine, mais elle est toujours fatiguée. Quel est le comportement que cette personne doit adopter? Monsieur Mahaman Sangli à Banfoura explique que lui, il a tendance à boire très frais en cette période de chaleur. Son inquiétude, c'est est-ce que l'organisme a le temps de développer un mécanisme pour s'adapter à cette eau fraîche-là qu'on boit? Et est-ce que cela ne contrarie pas l'organisme? Madame Maïmouna à Wayugia dit avoir des vertiges pendant cette période de chaleur entre 12h et 16h. Elle voudrait savoir si cela est dû à la chaleur ou est-ce qu'il faut chercher les raisons de son étourdissement et de ses vertiges pendant cette période de forte chaleur. Monsieur Apollinaire Paré à Ouagadougou voudrait savoir s'il y a des conséquences pour les personnes qui travaillent dans des bureaux climatisés, par exemple de 7h à 16h, et qui après rentrent chez eux dans des maisons où il n'y a pas de clim. Est-ce qu'il y a une incidence négative sur leur santé? Est-ce qu'il y a des conséquences justement sur la santé de ces travailleurs-là? Monsieur Tarnakda est à Dori. Lui, il voudrait savoir comment il faut laver un enfant de moins de 2 ans, avec quelle eau? Parce qu'on remarque que sous nos tropiques et dans notre pays, les bébés, les nourrissons, on les lave avec de l'eau bien chaude, on les masse. Et est-ce qu'en cette période de canicule, il faut toujours continuer à utiliser de l'eau très chaude et le beurre de qualité pour la pommade des enfants? C'est tout pour ce dernier lot de questions des téléspectateurs. Donc, dernier lot de questions des téléspectateurs. Les autorités sanitaires font la promotion de l'allaitement maternel. Docteur Dao, vous êtes pédiatre, l'allaitement exclusif. On dit de ne pas donner de l'eau aux nourrissons jusqu'à 6 mois. Est-ce qu'en cas de canicule, il faut toujours respecter cela? Est-ce qu'on ne peut pas quand même donner de l'enfant malgré à cause de la chaleur? Merci. Nous remercions la téléspectatrice pour sa question. L'allaitement maternel exclusif est conseillé pour les nourrissons jusqu'à l'âge de 6 mois. C'est aussi bien une recommandation de l'OMS et qui est donc également appliquée par nos autorités sanitaires. Je pense que malgré cette période de chaleur, cela ne pose pas de problème tant que la mère a suffisamment de lait. Parce que le lait
de la mère contient suffisamment d'eau. Parce qu'il faut que la maman aussi ne soit pas déshydratée. Bien sûr. C'est pour cela que je dis qu'il faut que la mère ait suffisamment de lait. Donc la mère ne doit pas être déshydratée. Parce que le lait maternel contient suffisamment d'eau pour répondre aux besoins de l'enfant. Et c'est des études qui ont été menées dans tout le climat. Et comment convaincre les populations que le bébé n'a pas soif, que le bébé trouvera l'eau nécessaire pour son organisme à travers le lait? Justement, c'est cela que nous sommes en train de dire, qu'il n'y a pas de risque. Le lait contient suffisamment d'eau pour répondre aux besoins de l'enfant. L'essentiel est que l'enfant puisse téter fréquemment. C'est ce que j'avais dit tantôt. Voilà, et suffisamment. S'il tète fréquemment et suffisamment, l'eau dont son organisme a besoin, malgré la canicule, cette quantité d'eau-là sera en tout cas atteinte. Il n'y a pas de risque. Et les nourrissons qui n'arrivent pas à uriner pendant cette période, quelle conduite à tenir? Mais je crois que le téléspectateur dit que il a demandé également quelle quantité d'eau. Oui, bon, voilà. La question vient, la quantité vient Voilà. après. C'est déjà l'enfant qui n'arrive pas à uriner. L'enfant qui n'arrive pas à uriner. Pendant cette période, quelle conduite à tenir? Justement, il faut faire boire le nourrisson. Comme il a si bien dit, c'est un nourrisson. Je disais que les nourrissons n'expriment pas. C'est ça, quelle quantité donner à boire? Mais il faut donner à boire. Le nourrisson doit boire, en tout cas à sa soif. Il faut, puisque le nourrisson, tant qu'on ne lui donne pas l'eau, il ne peut pas réclamer. Quand on donne, si le nourrisson a soif, il va boire. S'il n'a pas soif, il va refuser. Là, on sait qu'il n'a pas soif. Mais il faut justement essayer régulièrement, fréquemment de lui donner à boire. Mais il n'y a pas de quantité précise, tout dépend de l'âge du nourrisson. Il faut le laisser boire. Lorsqu'on lui tend l'eau et qu'il accepte de boire, c'est qu'il a soif. Voilà. Okay. Docteur Tal, vous êtes interpellé. Quel est le lien qui existe entre la santé cardiaque, la chaleur et la déshydratation? Est-ce qu'il y a un lien avéré entre le fait de boire frais et la crise cardiaque? Alors, en cette période de chaleur, nous recevons beaucoup de personnes déshydratées en cardio. Pourquoi? Je vous ai parlé des seniors qui n'arrivent pas à bien percevoir cette sensation de soif. Mais je vais vous parler aussi de tous ces patients qui sont sous certains médicaments, comme les antihypertenseurs, diurétiques, parce qu'il y a plusieurs sortes de diurétiques. Souvent, on les donne en association. Il y a les patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque chronique, à qui on donne des diurétiques de lance, comme en néphro. Il y a également d'autres médicaments qui agissent sur le système rénine-angiotensin-aldostérone. Docteur Lengani sait bien de quoi je parle. Qui contribuent à aggraver des complications liées déjà aux signes mineurs de déshydratation. Alors, ces patients ne boivent pas assez. Il y a la canicule. Et ils ont des médicaments qui les font beaucoup uriner. Donc, du coup, ils se retrouvent très souvent déshydratés, d'autant plus que c'est des personnes en général âgées. Donc, il faut en faire un rituel, les réhydrater et les amener parfois, quand on constate certains signes d'alerte, comme une hyperthermie, des urines qui se font rares, concentrées avec une odeur forte, il faut les amener chez leur médecin traitant pour adapter les doses de médicaments. Parfois même, on est amené à faire ce qu'on appelle, on sursoit, même au traitement, on fait un arrêt momentané, le temps de régler le problème de la déshydratation. Parce que finalement, ce traitement peut finir par altérer les reins du patient. Donc, je pense qu'il y a un lien étroit entre canicule, cardiopathie et déshydratation. Par l'intermédiaire des traitements. Et entre le fait de boire frais et la crise cardiaque? Alors, il faut, Dr Ouattara l'a dit, il faut boire frais, pas glacé. Frais. Je pense que c'est très important. Et le lien qui est établi entre la survenue de crise cardiaque et la fraîcheur, c'est en période de fraîcheur, quand les températures sont basses. Il y a des phénomènes de vasoconstriction qui se créent. Et si l'individu a déjà des prédispositions, des plaques d'athérium dans les artères coronaires, ça peut constituer ce qu'on appelle une gâchette, le début d'une crise cardiaque. Ça me rappelle la question d'un téléspectateur qui demandait la quantité que chacun doit boire. Avant, on disait 1,5 litre, 3 litres par jour. Donc, je pense qu'on ne peut pas déterminer en fait sur le plateau ce que, voilà, là, les entrées, qu'est-ce qui est sorti chez cette personne-là, et ensuite, quel est son poids. Voilà, puisque ça va dépendre du poids. Et les urines aussi. Les urines ont quelle coloration, tout ça, en fait, il y a beaucoup d'éléments. Mais, ce qui est sûr, on pense que autour de 1,5 à 2 litres, 2,5 sur cette période, quoi. Mais tout va dépendre du poids de la personne et puis des pertes.
La chaleur peut-elle être source de stress? Docteur Lengani. Ça peut être source de stress puisque ça va nous créer une irritabilité. On ne dort pas bien parce que il y a des insomnies, on essaie de s'adapter à la chaleur, on perd des ions qui jouent un rôle également dans l'humeur. Et donc, si on ne dort pas bien, c'est évident qu'on sera stressé le matin. Donc, la chaleur peut être responsable du stress. Docteur Dao, après avoir constaté, après 6 mois d'allaitement exclusif, son enfant refuse de boire de l'eau, que faut-il faire? L'enfant ne connaît pas l'eau apparemment. L'enfant refuse de boire, que faut-il faire? D'accord. Il faut, dans tous les cas, l'allaitement se poursuit. Après 6 mois, comme je l'avais dit, le lait maternel est très riche en eau, constitué en majorité d'eau. Donc il faut poursuivre l'allaitement. Et il faut toujours essayer de donner à boire à cet enfant. Et puis peut-être essayer de voir la température de cette eau. Comme le disaient mes prédécesseurs, il faut peut-être lui donner de l'eau fraîche. Et dans notre contexte, généralement, les gens n'aiment pas donner de l'eau fraîche aux enfants. Mais il faut donner de l'eau fraîche, pas du glacé, mais de l'eau fraîche. Peut-être qu'il va accepter. Et il faut augmenter la quantité d'eau dans ses repas également. Voilà, dans sa bouillie et tout ça. Bon, parlant de boire frais, ce téléspectateur dit que est-ce que l'organisme ne peut pas développer, quand on boit frais, est-ce que cela ne va pas contrarier l'organisme à un certain moment? Docteur Ouattara. Donc, je pense qu'ici, il n'y a pas de problème. Ça ne va pas contrarier l'organisme, puisque, comme on l'a expliqué au début, ça permet, on a une période chaude. Donc, on doit en fait refroidir. On doit refroidir, puisque la régulation, ça passe par là. Il y a le côté interne, il y a ce que l'organisme va faire et il y a ce qui sera apporté par le milieu extérieur. Donc, dans les habillements, dans l'eau qu'on aura. Elle a parlé de l'eau pour se laver. Donc, la température de l'eau pour se laver, on ne va pas se laver avec de l'eau chaude. Voilà, donc l'eau aussi, dans ce sens, doit être frais. Okay. Docteur Lengani, ce téléspectateur veut savoir, M. Traoré, le comportement de ceux qui souffrent de cancer de la prostate, de glaucome, de diabète, quelles sont les précautions qu'ils doivent prendre en cette période de canicule? Des malades chroniques. Oui, des malades chroniques, mais dont des maladies sont relativement différentes. Pour les diabétiques, c'est boire suffisamment, dans la mesure où, comme on l'avait expliqué, la déshydratation peut être à l'origine d'un déséquilibre glycémique. Maintenant, boire suffisamment et respecter également le régime diabétique. Il faut respecter le régime prescrit par son médecin et également respecter les prises médicamenteuses. Éviter au mieux l'automédication pour ne pas créer d'éventuelles interactions qui peuvent nous porter préjudice. Maintenant, le lien entre cancer de la prostate et mesure, je pense que pour une personne qui est porteuse d'un cancer de la prostate, ça dépend du degré d'obstruction. Mais dans tous les cas, elle devrait boire normalement. Si l'obstruction est majeure, c'est sûr que la prise en charge médicale par l'urologue sera faite, donc médico-chirurgicale éventuellement sera faite par l'urologue, donc elle doit boire suffisamment d'eau. Pour le glaucomateux également, c'est valable pour tout le monde, quoi. Docteur Tal, cette personne souffre de calcul rénaux. Certaines fois, ces calculs tombent quand ils urinent et la personne est toujours fatiguée. Quel comportement? Il faut boire beaucoup d'eau. Parce que les calculs, ça peut bloquer au niveau de l'arbre urinaire, créer une forte douleur. Les coliques néphriques, c'est une douleur extrême. Mais il faut beaucoup boire, s'hydrater. Et on a même des chances parfois d'uriner et puis de faire sortir le calcul et de guérir en même temps. Et de guérir en même temps, ok. Des vertiges entre 12h et 16h, est-ce que cela peut être dû à la chaleur? Entre 12h et 16h, si vous remarquez bien, c'est la période de voilà, de pic. Et en plus, si on est travailleur, si on travaille sous la chaleur, si on est dans un endroit qui génère, une ambiance qui génère, on peut faire une déshydratation. Et si on oublie, en plus on oublie de boire ou on n'a pas le temps de trop boire, on peut faire cette hypoperfusion cérébrale là, et puis qui passe de la lipothymie et parfois même la syncope. Et les travailleurs qui restent pendant
des heures d'affilée sous la climatisation et après rentrent chez eux, il n'y a pas de climatisation, quelles peuvent être les conséquences sur la santé de ces personnes? Comme on a dit, peut-être un défaut d'acclimatation. C'est ça le risque, parce que pour celui qui est exposé tout le temps à la chaleur, eh bien, il va s'acclimater. C'est-à-dire que lui, il va développer ses glandes sudoripares qui seront capables d'excréter de plus grandes quantités de sueur, donc de refroidir mieux son corps. Donc si on a la clim au bureau et qu'à la maison on n'a pas de clim, eh bien peut-être qu'on va être plus vulnérable face à la chaleur parce qu'on ne libère pas beaucoup de sueur pour se refroidir. D'accord. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous allons faire un rapide tour de table. Docteur Tal. Merci Madame Daou. Alors un message peut-être à la population. Il faut essayer également d'adopter des mesures à domicile. Quand il fait très chaud, il faut fermer les volets. Le soir, il faut ouvrir pour un peu aérer. Ceux qui n'ont pas de clim, parce que la climatisation partout, c'est peut-être bien pour les personnes qui sont sous la climatisation, mais ça refroidit également, ça réchauffe également l'environnement et ça augmente l'effet de serre. Peut-être que ce n'est pas la seule solution. Il faut rafraîchir, créer un microclimat autour de l'habitat par le fait de planter des arbres, de les arroser. Et le soir, ça peut bien diffuser. Voilà. Docteur Ouattara. Ok, merci. Donc pour la fin, j'ai juste quelques messages. D'abord à nos autorités pour sensibiliser la population pour boire pendant cette période-là, pour éviter justement ces coups de chaleur extrêmes-là. Et en plus, aux agents de santé, il faut qu'on arrive à diagnostiquer ces coups de chaleur-là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a la température, et il y a la température qui va à 40 degrés. Facilement, on va penser à un paludisme ou à une méningite. Et pourtant, il est en train de faire un coup de chaleur. La prise en charge n'est pas la même. Donc, il faut savoir y penser. Donc, ça, c'est un élément important. De façon individuelle, il faut que les gens arrivent à boire. Docteur Daou l'a dit, il faut boire. Il ne faut pas attendre d'avoir soif. Il faut boire. D'accord. Docteur Lengani. Dans mon message, je reviens comme les autres. Insister sur le fait de boire parce que le rein travaille à partir du sang. Donc buvez afin que vos reins travaillent bien. Et également, insister sur le fait des interactions médicamenteuses, de l'automédication. Ne pas prendre des médicaments qui peuvent être délétères pour vos organes, notamment le rein. Certains médicaments contre la tension. Et j'ai oublié un élément important, les anti-inflammatoires qui interfèrent avec l'adaptation du rein lorsqu'on est en période de chaleur, de déshydratation et créent souvent des insuffisances rénales aiguës. Pas d'anti-inflammatoires. Si vous prenez des médicaments et que vous consultez des personnels de santé, faites-le leur savoir. Ils sauront quels médicaments prescrire ou ne pas prescrire pour votre bonne santé. Pour terminer, docteur Daou. Merci, madame. Ce que j'ai à l'endroit de la population, c'est d'abord éviter le soleil. Voilà. Il faut chercher à s'abriter pour éviter le soleil. L'exposition de longue durée n'est pas bien. Il faut boire beaucoup, surtout chez les enfants. Il faut un allaitement fréquent chez les nourrissons. Et il faut également faire prendre une douche à l'eau tiède chez les nourrissons, surtout entre 12h et 14h jusqu'à 16h. Ça leur fait beaucoup de bien. Il faut les habiller légers. Il faut éviter les accoutrements inutiles en cette période. Et il faut faire dormir les enfants dans une chambre bien aérée. En tout cas, si c'est possible, dans une chambre climatisée. À défaut, il faut que la chambre soit aérée. Bien aérée. Sinon, la climatisation sera encore meilleure. Donc, c'est bien la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à très bientôt pour un autre numéro de Santé Mag. Bonsoir. À la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc., composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus.
Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, veuillez maintenant accueillir la nouvelle présidente. Ce n'est pas moi. C'est elle. Yilma, source d'une vie meilleure. Véritable source de vitalité, Yilma est une eau minérale naturelle et pure, soigneusement extraite des profondeurs des nappes aquifères saines et naturelles protégées de Koubri. Yilma est traitée rigoureusement en respect des normes internationales d'hygiène et de sécurité dans nos laboratoires ultra performants pour vous garantir une eau minérale de qualité irréprochable. Yilma est disponible en format de 1,5 litre, 0,5 litre et 0,24 litres dans toutes les boutiques.